Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec le Parlement qui interdit définitivement les cigarettes électroniques jetables, les fameuses puffs. Après un long parcours législatif et le vote final du Sénat cet après-midi, la France devient officiellement le deuxième pays de l'Union européenne à interdire les puffs. L'ancienne députée écologiste Francesca Pasquini, auteure de cette proposition de loi, s'en est félicitée. C'est une grande victoire dans un double combat que nous menions, le combat écologique contre les batteries polluantes en lithium de ces puffs et le combat sanitaire pour nos collégiens ciblés par cette consommation qui devient de plus en plus dangereuse. Dans le détail, ce texte interdit la vente et la distribution en France des dispositifs pré-remplis avec un liquide et ne pouvant être remplis à nouveau, qu'ils disposent ou non d'une batterie rechargeable. Dans l'affaire du meurtre de Louise, les informations se précisent autour du coupable présumé, ONL. Depuis vendredi dernier, l'affaire Glass-Lawson, où le drame a eu lieu, et plus généralement la France. Comment ONL, 23 ans, a-t-il pu assassiner aussi froidement de plusieurs coups de couteau Louise, collégienne de seulement 11 ans? Les enquêteurs s'attellent à démêler le profil du jeune homme et ce qui l'a amené à commettre l'irréparable. Écoutez le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin. Son intention était de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Il rencontrait fortuitement Louise, qu'il ne connaissait pas. Il repérait son portable qu'elle portait autour du cou et décidait de la suivre. Il l'attirait dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet. Arrivé dans un coin tranquille, il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Autre révélation du magistrat, le jeune homme avait abordé une autre collégienne dans le même secteur le mardi 4 février, 3 jours avant l'assassinat de Louise. Aucune plainte n'avait été déposée. Les enquêteurs l'ont appris lors de leur enquête de voisinage. Des investigations qui vont donc se poursuivre. La famille d'ONL a également été entendue. La sœur du meurtrier présumé décrit son frère, je cite, comme un individu violent, nerveux, agressif et jouant de manière intensive aux jeux vidéo. Elle ne lui parlait plus depuis qu'elle avait subi des violences en avril 2023. Des jeux vidéo à l'origine des sautes d'humeur d'ONL. Le jour du meurtre de Louise, vendredi 7 février, sa petite amie a précisé qu'il avait eu une altercation en ligne avec un autre joueur qui l'insultait sur le jeu Fortnite. Ce matin, un père de famille a souhaité alerter sur la dangerosité des jeux vidéo, Fortnite notamment, et le déferlement de violence en ligne. Il le voit chaque jour avec son fils de 9 ans. Ça va faire 6 mois que je joue à Fortnite, et un peu plus de 6 mois même. Ouais. Et on a vu un changement radical d'attitude, d'agressivité. Donc pourtant, on a mis des contraintes, on fait attention au temps de jeu, mais on voit franchement, avec sa maman, c'est catastrophique. Avec ma petite fille qui a 12 ans, pareil, il lui parle mal. On voit un changement. Franchement, c'était un enfant adorable qui fait beaucoup de sport. Et il y a un changement radical et je vois que ses collègues, c'est exactement pareil. Je parle beaucoup avec les parents aussi à l'école et c'est très très compliqué. Manque de respect, pas forcément de mon enfant, mais de ses collègues, de ses copains, mais mon fils parle très mal aussi également. Voilà, un exemple aussi des méfaits des jeux vidéo en ligne. Après ses aveux, donc, ONL a été mise en examen pour homicide sur mineur de moins de 15 ans. À noter également que sa petite amie l'est aussi pour non-dénonciation de crime. Les parents du jeune homme ont de leur côté été libérés de leur garde à vue respective. Et on suivra bien évidemment cette enquête dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, les atteintes à la laïcité à l'école ont baissé fin 2024. 1848 faits recensés entre septembre et décembre 2024. Cela peut paraître énorme, mais c'est loin des 3896 faits relevés sur la même période en 2023. Il faut dire qu'à cette époque, plusieurs événements marquants avaient provoqué une hausse des signalements, notamment l'interdiction de l'abaya à la rentrée 2023, puis l'assassinat à Arras du professeur Dominique Bernard par un assaillant djihadiste, des données publiées hier alors que débutaient aujourd'hui ou reprenaient plutôt les assises de lutte contre l'antisémitisme. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, et Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, ont réuni lycéens, étudiants et grands témoins pour évoquer ce sujet. Reportage signé Pierre-Yann Mazari. Le temps d'une matinée, ils ont partagé leur douloureuse expérience de l'antisémitisme. Dans le mythique studio 104 de la Maison de la Radio, une dizaine de jeunes sont venus témoigner lors des assises de lutte contre l'antisémitisme. Un passant m'a jeté de mon Vélib, a jeté le Vélib sur moi, m'a insulté donc de sale juive, a donné plusieurs coups de pied avant de partir. Et ça s'est produit 2 semaines après le 7 octobre. Le 7 octobre a juste
engendrer une amplification en fait, de ce phénomène d'antisémitisme. Alors que les actes antisémites sont en hausse depuis le 7 octobre 2023, près de la moitié des auteurs de ces actes ont moins de 35 ans. Présente lors de ces assises, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, et celle de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, ont directement été interpellées par ces jeunes à prendre leurs responsabilités et à agir rapidement auprès du personnel enseignant. Agir donc pour mieux les former, pour mieux signaler de manière systématique. Et avec une circulaire qui a été prise par le garde des Sceaux, tout signalement article 40 fait au procureur de la République sur les faits d'antisémitisme doit être traité avec la plus grande des célérités et la plus grande des sévérités. Malgré ce fléau, des porteurs de projets, lycéens et étudiants, estiment que des solutions existent. Cela passe par des actions de sensibilisation et un meilleur apprentissage de ce qu'est le racisme dès le plus jeune âge. Notre but, c'est d'abord, bien sûr, d'alerter, c'est ce qu'on a fait depuis à peu près 6 mois, puis notre création, mais maintenant de proposer des solutions viables et fiables avec notre expérience du terrain. Il faut que dans les programmes scolaires soit inclus toute une partie justement sur cette lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les différentes formes de discrimination. C'est en les combattant dès le plus jeune âge qu'on va pouvoir remédier à cela et espérer faire évoluer les choses par la suite. Un groupe de travail doit désormais se pencher sur la définition d'une nouvelle forme de l'antisémitisme. Rendez-vous dans 2 mois pour le compte-rendu de ces travaux. On poursuit avec cette information de nos confrères du Parisien. Une institutrice d'école maternelle soupçonnée d'attouchement sur ses élèves. Tout est parti des confessions d'un enfant de 3 ans à ses parents. En décembre dernier, la maîtresse l'aurait touché, selon ses mots, au niveau de la culotte. D'autres enfants auraient vécu des situations similaires dans cette école des Poissonniers de Neuilly-sur-Seine. Une enquête est en cours après le dépôt d'au moins 3 plaintes pour attouchement par des familles. Face à cette situation, le maire d'hiver droite de la commune, Jean-Christophe Fromentin, a tenu à rencontrer les parents. On essaie de ne pas laisser les gens sans réponse. On évite les silences ou les moments de latence. Notez que l'enseignante n'a pour le moment pas été suspendue, mais elle a décidé de se mettre en arrêt maladie depuis le 6 février. Un remplaçant a été nommé, une psychologue scolaire a également été dépêchée sur place, et ce jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, pour finir au chapitre des contrôles routiers, près de 24 000 chauffeurs de bus scolaires ont été testés entre le 3 et le 7 février, Adrien. Et leurs résultats définitifs étaient annoncés ce matin, mais sont-ils rassurants? La réponse du ministre auprès du ministre de l'Intérieur, François-Noël Buffet. 102 conducteurs ont été testés positifs, 102, dont 97 aux stupéfiants et 5 à l'alcoolémie. Voilà le 102 bilan. Conducteurs de bus scolaires positifs. Absolument. 97 aux stupéfiants. Absolument. Alors, et 5 à l'alcoolémie. Sur 22 000, hein. Oui, mais tout de même, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. C'est même... c'est impossible. Il faut que ce soit 0, l'objectif. Parce que quand on transporte des enfants ou même d'autres personnes, on doit être en fait état de conduire. Voilà, des contrôles qui se sont déroulés dans un esprit de coopération, selon le ministre. Et après cette opération coup de poing, d'autres phases de dépistage devraient suivre dans les prochaines semaines et mois à venir. Par effet de surprise, si on veut que ça fonctionne, a précisé François-Noël Buffet. Eh bien, on suivra ça de très près. Merci beaucoup, Adrien.